Caru Coco Park, le parc de tous vos loisirs depuis plus de 10 ans. Cette année, Karukera Land fête ses 10 ans de rire, de sourire et d'aventure en famille. Depuis une décennie, vous êtes des milliers à partager des moments magiques au cœur de la Guadeloupe. Toboggans, animaux, jeux d'eau, manèges, il y en a pour tous les âges, toutes les envies. Merci de votre confiance depuis 10 ans. Et ce n'est que le début. Karukera Land, c'est également des hébergements 4 étoiles. Guadeloupe, actualité. Soutenir l'agriculture locale et renforcer l'autonomie alimentaire, la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe a lancé son premier atelier d'engraissement bovin, un dispositif inédit destiné à accompagner les éleveurs, augmenter la production de viande bovine locale et réduire la dépendance aux importations. Un véritable coup de pouce pour la filière agricole. Regardons ce reportage de Charlie Dagonia. Vous vivez quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui n'a jamais eu lieu dans le monde agricole, mais qui désormais, ce sera une nouvelle vision du monde agricole, de l'unité du monde agricole, l'unité de l'ensemble des partenaires du monde agricole, parce que je crois qu'il nous reste que ça face à tout ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Vous avez vu comme le Mercosur, c'est-à-dire que si nous ne sommes pas unis, et comme on le dit régulièrement, nous travaillons la qualité. Vous avez vu, on fait attention à tout ce qui est normes, tout ce qui est environnement, bien-être animal, pour que la viande arrivée à l'assiette de nos consommateurs, eh bien, qu'ils puissent la consommer en toute quiétude. Et pour ça, il faut qu'à la base, nous soyons unis, nous soyons ensemble. J'ai bien rappelé en début de séance que nous avons fait le pari de l'intelligence, celle de travailler ensemble. Donc depuis cette date de naissance-là, jusqu'au sevrage, ils sont avec leur mère. Et après sevrage, on passe à la phase d'engraissement. Il s'agit de les isoler dans des box individuelles et de les nourrir dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de bien-être animal pour que l'animal s'épanouisse et grandisse de façon naturelle avec un fourrage à 99% en herbe, en verre, et chez moi ce sera coupé en verre tous les jours, et avec un complément, il faut les booster un petit peu, un complément et des aliments issus de la GMA, qui sera un aliment qui sera... Une des raisons, ce n'est pas la seule, mais une des raisons importantes pour lesquelles nous sommes là, c'est aussi pour le développement effectivement de la production locale. Puisque nos clients souhaitent avoir de la production locale. Alors nous arrivons à le faire pour les œufs où nous sommes 100% local par exemple, ou pour la volaille, mais pour la viande bovine, il n'y a pas suffisamment de production, en tout cas il n'y en a pas suffisamment et nous n'en avons pas. Donc c'est l'opportunité pour nous. Il y a une plus-value économique dans le sens que je serais comme c'est chez moi, il y aura l'allocation de la partie de hangar pour les 5 animaux, il y aura le fourrage que je fauche, il y aura l'alimentation, les prestations avec... il y aura 300 heures concernant les apprentis avec France Travail. Donc, il y aura un retombé certain pour moi par rapport à ce que je vis actuellement, ça c'est sûr. Et direction maintenant Saint-Martin où la nouvelle clinique Wataki a été officiellement inaugurée, portée par le groupe Maniokani du docteur Sainte-Luce. Cette infrastructure, attendue depuis 4 ans, doit renforcer l'offre de soins sur le territoire. À la clé, une meilleure prise en charge des patients et la création d'une centaine d'emplois. Regardons le reportage signé Charlie Dagonia. Une clinique à Saint-Martin s'imposait parce que la population de Saint-Martin ne devait pas rester sans pouvoir bénéficier de soins de suite et de réadaptation. Ça veut dire que les patients qui ont été opérés ou les patients qui ont une hémiplégie devraient pouvoir bénéficier d'une prise en charge de moyen séjour, c'est-à-dire rester environ 3 semaines à 1 mois avant de pouvoir revenir à domicile. C'est un grand jour aujourd'hui parce que effectivement nous sommes le 29 janvier 2026 et ce chantier a été lancé il y a 4 ans. Mon prédécesseur est venu d'ailleurs, je crois, poser la première pierre. Et donc cette inauguration d'aujourd'hui fait que nous allons compter sur une nouvelle infrastructure de soins. Alors de soins effectivement de rééducation,
Et dans le parcours des personnes qui ont besoin de la médecine, c'est un moment essentiel, parce que après une opération notamment, c'est là que tout se joue, parce qu'on retrouve progressivement ces moyens de locomotion, et puis c'est l'occasion aussi je pense, d'avoir affaire à une équipe pluridisciplinaire qui peut intervenir dans différents domaines de manière polyvalente. Il a créé un pôle de santé. Donc, il y a cet échange en permanence entre l'hôpital et cette clinique. Donc, c'était une nécessité et donc nous l'avons accompagné à plusieurs niveaux et je suis fier de cette belle réalisation. Aujourd'hui, nous avons un outil sur le territoire de Saint-Martin dont nous sommes très fiers. Alors, ce bâtiment vient d'une symbiose entre Pierre Saint-Luce, avec qui je travaille depuis longtemps, et moi. Et on a voulu faire un bâtiment qui répond vraiment à l'ADN de Maniokani, c'est-à-dire une architecture au service des gens et au service de la santé. Les patients sont dressés en hospitalisation complète par l'hôpital ou par leur médecin traitant. Et en hospitalisation de jour aussi par l'hôpital ou par leur médecin traitant ou par n'importe quel médecin spécialiste qui les suit. Alors, ces types de prise en charge s'adressent aux patients ayant des pathologies traumatiques, métaboliques ou même cardio-respiratoires. C'est le message que nous sommes à leur disposition et qui peuvent bien évidemment nous voir dès qu'ils ont un souci de santé, en particulier pour la rééducation. Mais nous sommes aussi des pourvoyeurs d'emploi et nous pouvons leur dire de s'approcher de nous pour trouver un emploi dans des différentes catégories, notamment en rééducation, ergothérapie, kinésithérapie, cuisine. Et toutes les semaines, nous embauchons, nous pensons embaucher jusqu'à 150 personnes. Et autres équipements stratégiques au cœur du développement économique, bilan 2025 et perspective 2026 pour l'aéroport Maryse Condé. Plusieurs projets d'envergure ont été présentés. Un aéroport à énergie positive, la construction de nouveaux hôtels, la modernisation des infrastructures et l'augmentation de la capacité d'accueil notamment. Des investissements qui visent à accompagner la croissance du trafic et à renforcer l'attractivité du territoire. Solène Fèvre. 2025 est une belle année puisque le trafic on a presque traité 2,2 millions de passagers avec une croissance de 2%. La dynamique va se continuer en 2026, notamment parce qu'il y a la route du Rhum. On sait que ça dynamise la destination, donc on s'attend effectivement à poursuivre donc la croissance. Et comme je vous le précisais, nous avons beaucoup de projets, donc des projets qui ont du sens au niveau de l'aéroport, notamment cette ferme photovoltaïque de 5 hectares qu'on va développer donc avec Total et qui va accélérer notre transition écologique. Et dans cette ferme photovoltaïque, nous allons produire plus d'électricité que nous consommons au niveau de l'aéroport, donc devenir aéroport énergie positive. Et 40% de cette énergie va être consommée par les installations aéroportuaires. Nous avons un projet aussi de nouveau centre médical, un projet d'hôtel dont on a posé la première pierre donc en décembre, un projet d'amélioration au niveau du terminal T1, donc de modernisation, d'amélioration de la qualité de service, de la fonctionnalité du terminal, mais surtout d'agrandissement pour porter la capacité de l'aéroport de 2,5 à 3 millions de passagers à l'horizon 2029. La quasi-totalité des faisceaux sont en croissance, notamment le faisceau vers la France hexagonale avec près d'1,4 million passagers en croissance de 1%, mais également donc le trafic régional, à la fois donc les liaisons vers la Martinique et la Guyane et les îles du Nord, où on a enregistré un peu plus de 560 000 passagers, soit là également une croissance de l'ordre de 6%. Sur le Canada, on a enregistré presque 100 000 passagers à l'année, ce qui est un record. Et donc nous fondons beaucoup d'espoir donc sur les développements à venir vers ce faisceau Amérique Nord. Sur le trafic, il y a des relais de croissance qu'on va explorer encore de manière beaucoup plus importante. Donc le Canada qui se développe bien avec Toronto, avec Québec, donc il va continuer sur sa lancée. Il y a l'ouverture européenne qui va être facilitée du fait du positionnement d'Air France sur le hub de CDG. Donc c'est une opportunité qu'il faut exploiter. Et ne désespérons pas de refaire venir une compagnie américaine. On sait bien qu'aujourd'hui le tarif est un élément fort du choix de destination. Et ces derniers mois, on a pu voir, et donc c'est le jeu, les compagnies aujourd'hui, c'est elles qui prennent le risque, donc font en sorte d'assurer le meilleur yield, donc la meilleure rentabilité pour leur desserte. Mais nous, notre
posture en tant que gestionnaire aéroportuaire est de développer le trafic et donc d'offrir la plus grande offre. Et donc cette volonté d'avoir un quatrième opérateur est fondée du fait que pour l'instant l'ensemble des opérateurs ont dépassé leur niveau de 2019 qui reste l'année de référence, mais le trafic vers cette destination, donc France hexagonale, est en deçà du niveau, donc il y a potentiellement la place pour plus de trafic. Et penser l'avenir, c'est aussi réfléchir aux grandes questions éthiques. Les états généraux de la bioéthique ont été lancés en Guadeloupe et dans les îles du Nord. Une conférence organisée par l'espace de réflexion éthique pour ouvrir les débats sur les enjeux liés à la santé, aux avancées scientifiques et aux choix de société. Un temps d'échange ouvert aux citoyens. L'objectif, c'est d'aller vers la population, vers les professionnels de santé, les professionnels des espaces médico-sociaux, pour réfléchir sur les grands thèmes donc donnés par la loi de bioéthique qui existe depuis 2006 et qui, permettent à la population d'essayer de comprendre les évolutions de la science qui évolue à la vitesse grand V et de donner son avis pour savoir comment les uns et les autres voient l'avenir. Et donc chaque débat, qui sera organisé, fera l'objet en effet d'une collecte, d'une restitution la plus objective possible, et elle sera ensuite envoyée au Comité consultatif national d'éthique qui lui-même fera une grande restitution nationale à partir de toutes ces collectes. Parmi les grands sujets de la bioéthique, il y a le don d'organes et ce qu'on appelle la xénogreffe. Le don d'organes qui illustre parfaitement cette grande valeur éthique qui est la solidarité, c'est-à-dire donner pour les autres qui en ont besoin, et qui a été une avancée française considérable et qui maintenant, pour des raisons diverses et variées, se ralentit un peu, et en particulier dans les territoires d'outre-mer, c'est-à-dire où il y a une sorte de crainte de la part des familles, dans ce moment très difficile du décès d'un proche, qui est souvent jeune d'ailleurs, d'accepter, entre guillemets, ou de ne pas accepter le don d'organes pour une autre personne. Alors, il y a plusieurs façons d'aborder, d'essayer de changer la situation. Je pense que la bonne façon, c'est surtout d'en parler, de faire de l'information, parce que c'est comme ça qu'on fera bouger les lignes, de faire comprendre aux personnes qu'avec un don, on peut changer la vie de plusieurs personnes qui sont patientes, et en particulier dans le don du rein. Et donc c'est ce qui va être fait, cette réflexion, à la fois en Guyane, oui, mais aussi en Martinique et chez vous en Guadeloupe, d'essayer d'améliorer la confiance de la population vis-à-vis du don. Voilà pour ce reportage signé Lucien Nébor. La fin de la possibilité de financer le permis de conduire via le compte personnel de formation a des conséquences concrètes pour de nombreux usagers, jeunes, demandeurs d'emploi, salariés en reconversion. Tous s'interrogent sur les alternatives possibles. Éclairage avec ce reportage de Maxime Morel. On fait la visite des départements d'outre-mer. On a commencé par la Guyane, la Martinique et on finit par la Guadeloupe. L'objectif, c'est de pouvoir transmettre toutes les nouveautés nationales au département, de rencontrer les professionnels, de faire en sorte que les professionnels se rencontrent entre eux, de présenter nos présidents et puis de venir aussi avec nos partenaires qui sont les éditeurs pédagogiques, d'abord ENPC d'Isère et Code Rousseau, qui sont avec nous aussi aujourd'hui, qui aussi accompagnent les professionnels pour la vente de leurs produits pédagogiques. Il y a un sénateur qui a décidé de mettre cet amendement dans le projet de loi de finances, c'est-à-dire la fin de l'éligibilité du CPF. Alors, c'est toujours possible de l'utiliser, mais que pour les demandeurs d'emploi, ce qui est quand même un scandale, puisque c'est les entreprises qui financent le CPF pour leurs salariés, et finalement, ça va retourner aux demandeurs d'emploi plutôt que de retourner à l'ensemble. Et ça, c'est un vrai frein, puisqu'on sait que les gens qui passent le permis avec le financement CPF, ils prennent un nombre d'heures qui est assez suffisant pour pouvoir l'avoir très rapidement. D'ailleurs, il y a une vraie différence de taux de réussite entre ceux qui l'ont fait financer et ceux qui ne l'ont pas fait financer. Donc nous, on se bat pour que ça ne paraisse pas, mais voilà, c'est un combat un
peu complexe. Et en tout cas, on lâchera pas. Ça va impacter les candidats. Il y a des gens qui n'avaient pas les moyens de le faire et qui cotisent, enfin dont les patrons cotisent pour le CPF et qui vont se retrouver dans une situation où ils vont toujours pas pouvoir le faire. En gros, pour vous expliquer assez simplement, vous pourrez faire une formation poterie ou faïence, mais vous n'aurez pas le droit de passer votre permis de conduire, formation permis de conduire avec votre CPF, ce qui est complètement ridicule. Surtout que là, on touche les jeunes et le travail. Sébastien Lecornu, le Premier ministre, avait dit que son budget serait basé ou centré sur les jeunes et le travail. Donc déjà, c'est une première erreur. Et place maintenant au renouvellement urbain avec les rencontres économiques du renouvellement urbain qui se sont tenues dans les cadres du projet RUCAP, un projet ambitieux destiné à améliorer le cadre de vie des habitants, repenser les quartiers et dynamiser l'économie locale. Regardons le reportage de Lucien Nebor. Le projet RUCAP, renouvellement urbain de Cap Excellence, rentre dans sa phase opérationnelle. Donc il est question aujourd'hui de mobiliser l'ensemble des acteurs économiques du territoire pour pouvoir bien faire comprendre et partager le fait que projet de renouvellement urbain, effectivement, ça s'assimile dans un premier temps à améliorer le cadre de vie des habitants, mais c'est aussi un enjeu et surtout une opportunité économique pour l'ensemble des filières économiques du territoire de Cap Excellence et de manière beaucoup plus générale à l'échelle du territoire de la Guadeloupe. Nous avons beaucoup de démolitions. On a déjà démoli les tours Gabar. On est en train de démolir les bâtiments d'Anacaona. Et puis on va encore démolir les bâtiments des Lauriers. Donc à partir de ces démolitions, on réaménage. Et puis on reconstruit. On reconstruit différemment, plus petite échelle, diversifié pour toutes les catégories de ménages, tous ceux qui ont envie de rester et de venir ou de revenir à Pointe-à-Pitre. C'est ça l'idée, avec des logements à la fois en accession à la propriété et des logements en locatif. Donc c'est l'occasion de pouvoir échanger donc avec les acteurs de la filière économique, les différentes fédérations, pour pouvoir voir dans quelle mesure et comment s'organise ce partenariat entre l'action publique et les acteurs économiques du territoire. C'est l'occasion aussi de présenter du coup les potentialités, les filières qui peuvent s'organiser, se construire, se développer pour que ce projet puisse participer, en tout cas profiter plutôt à l'ensemble du territoire et à toutes les strates du territoire, que ça soit le monde économique, que ça soit effectivement l'action publique et que ça soit au final et in fine les habitants et sur tous les volets, c'est-à-dire se loger, c'est aussi la création d'emplois, c'est la création, c'est de l'insertion, c'est de la formation. Ce qui nous préoccupe, c'est que nous allons être plusieurs opérateurs à avoir du désamiantage à faire en même temps. Donc première question, est-ce que les entreprises qui savent faire du désamiantage ici sont suffisamment, j'allais dire, staffées? Est-ce qu'ils ont suffisamment de personnel? Est-ce qu'ils sont suffisamment costauds pour répondre à toute la demande? Sachant qu'il n'y aura pas seulement les opérateurs du renouvellement urbain, il y aura très probablement aussi, quand on arrivera au CHU, puisque le CHU va déménager, il va falloir aussi faire quelque chose de cette emprise, il y aura sans doute aussi du désamiantage. Et dernière question, comment on peut intéresser aussi des jeunes à rentrer dans ces filières? Parce que le bâtiment a besoin de renouveler son personnel. Et donc il y a aussi sans doute des jeunes qui sont en recherche d'emploi, qui pourraient être intéressés par ces jobs et se projeter. Et faciliter l'accès aux droits, c'est aussi une priorité. La 12e édition de la caravane des droits sociaux, pas paiement des droits, a fait étape à Sainte-Rose, une opération de proximité qui rencontre un vif succès auprès de la population venue s'informer et être accompagnée dans cette démarche. C'est Olivier Félix qui s'est rendu sur place pour Canal 10. La caravane des droits est une des actions du dispositif Territoire zéro non-recours, donc pas paiement des droits. Voilà notre slogan que tout le monde commence à connaître, dont la Guadeloupe est lauréate depuis 2024. Donc effectivement, 12e édition, donc on est allé dans les îles du Sud, à Destréland l'année dernière, on a fait différents types de communes. L'objectif, il est clairement de prévenir et de lutter contre l'accès aux droits sociaux. Il faut se rappeler les statistiques. En Guadeloupe, c'est à peu près 30% de la population qui ne bénéficie pas de ces droits sociaux alors qu'ils en ont le droit, pour le coup. Pourquoi? Parce que y a des problèmes d'illettrisme, d'électronisme, de l'incompréhension sur des dispositifs publics qui changent beaucoup. Il y a aussi des personnes qui ont des mauvaises informations. Donc voilà pourquoi il est important vraiment de venir le plus près possible, finalement à la porte des gens pour les informer, et puis venir vraiment avec un ensemble de partenaires. Les gens ont du mal à accéder aux institutions de plus en plus.
Donc aujourd'hui, il nous importe de venir vers les gens, d'être au plus près de la population pour leur apporter des réponses à toutes leurs demandes. Ça très bien. Au lieu, par exemple, pour sortir ici, surtout les personnes âgées, les gens qui pas niveau voiture, tout ça, pour voyager ailleurs en ville, faire tout ça. Donc, ça nécessaire, sont nécessaires pour la population. C'est très très bien. Une bonne organisation et ça dit de renouveler. Il faut renouveler l'opération là, ça assez régulièrement pour les gens qui en manquent et c'est bien, c'est bon. Bon, je trouve déjà c'est une très 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 bonne chose pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour tout le monde. Parce que souvent on a tendance à partir sur Pointe-à-Pitre, on doit aller à la sécurité sociale, il y a les embouteillages et tout. Mais le fait que c'est sur place, on se joue et on a un petit peu de temps, on vient se renseigner et on trouve tout sur place. Alors je conseille à tous ceux qui sont à la maison en ce moment, qui ont besoin de savoir où se trouve la sécurité sociale pour des renseignements, eh bien, venez sur place, vous allez le trouver. C'est un gain de temps pour les gens, une facilité pour avoir des réponses immédiates, puisqu'ils ont quelqu'un en direct. Il suffit pas d'envoyer un mail, il y a une proximité entre l'agent et la population. Et donc forcément, les gens ils sont en recherche de ce contact qu'ils ont perdu. Ce qui est bien aussi, et ça on ne l'avait pas mesuré au démarrage et on le voit, c'est aussi bien pour les agents publics. Parce qu'ils sortent de leur bureau, ils viennent directement en face des gens, ils ont des retours très positifs, des sourires, des merci, et ça valorise aussi nos actions. Dès aujourd'hui, nous commençons déjà à réfléchir comment nous allons pouvoir pérenniser ce projet au terme de l'expérimentation qui normalement prend fin 2026. Et sans transition, les journées portes ouvertes dans les centres de formation de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Objectif, faire découvrir les filières, les métiers de l'artisanat et les opportunités de formation sur le territoire. Regardons ce reportage de Maxime Morel. Les objectifs dans le cadre des journées de portes ouvertes, c'est de faire découvrir nos métiers, nos formations et nos différents ateliers et les réalisations aussi de nos apprentis. Aujourd'hui, nous organisons cette journée porte ouverte pour inviter le public. Et c'est vrai que nous aussi, nous ciblons les collégiens, mais nous ciblons aussi des personnes en reconversion. Je suis venu prendre des renseignements, des informations sur le métier de frigoriste, parce que j'ai déjà le diplôme, mais n'ayant pas eu de pratique, je cherche à pouvoir pratiquer, me remettre dans le bain pour pouvoir avoir des compétences afin de pouvoir trouver un emploi et éventuellement évoluer dans le métier et le monde du froid et de la climatisation. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de personnes, pas de jeunes, mais des personnes qui ont plus de 30 ans, qui veulent se reconvertir, qui ont déjà eu une première carrière professionnelle et qui veulent se reconvertir dans les métiers d'artisanat. J'ai voulu me mettre sur la voie professionnelle parce que j'aime pas trop l'école. Donc je me suis dit, bon, je me lance sur la voie professionnelle et je veux rentrer dans la vie active. Je ne me voyais pas continuer les études encore longtemps et c'est un truc qui m'intéressait, gagner ma vie directement, pouvoir apprendre un métier qui me passionne. Je suis quelqu'un de très manuel et je vois que c'est un métier qui est très varié, on fait de différentes choses. Aujourd'hui, je peux faire de l'eau glacée, comme demain, je peux faire des guédables, des DRV, des VRV, de la clim. En fait, c'est vraiment très varié et c'est ce que j'aime avec ce métier-là. Les chefs d'entreprise apprécient beaucoup parce que surtout aujourd'hui, la majorité de nos enseignants sont des professionnels. Ça veut dire qu'ils apportent des compétences liées à l'actualité, au fonctionnement d'aujourd'hui. On leur fait quand même découvrir, on leur inculque les vraies valeurs de la vie en fin de compte. Eux, ils nous forment et on leur apporte une main-d'œuvre en plus, mais franchement, les chefs d'entreprise font un travail exceptionnel à vouloir bien nous prendre pour nous former. C'est des artisans, donc ils savent ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils ont sur le terrain. Donc ils apprennent aux jeunes ce qu'ils ont vraiment besoin. Et voilà pour ces ateliers de formation présentés par la Chambre des métiers de l'artisanat. Et sur ce plateau ce soir, j'ai l'honneur d'accueillir une artiste qui nous propose un concert intuitif en live, quelque chose d'assez original. Nous avons décidé donc de l'inviter sur ce plateau. Créel, bonsoir. Bonsoir. Merci. Et oui, merci d'être avec nous. On est ensemble ce soir pour parler de ce premier concert qui aura lieu lundi 2 février 2026, je suis en 2026, à 19h, c'est à l'immeuble Palmeraie à Jarry. À quoi s'attendre exactement? De quoi s'agit-il? Alors ce concert, c'est un concert que j'ai décidé d'organiser pour vraiment marquer une pause et faire le point sur mon parcours artistique et musical. Donc ce sera de reprendre des chansons qui ont marqué mon enfance, mon adolescence et l'âge adulte. Il y aura aussi quelques chansons que j'ai écrites.
et une partie un peu chant intuitif qui est un peu chant spontané, chant de l'âme, etc. Qu'est-ce que représente pour toi exactement ce concert? Tu as parlé un peu de ton parcours. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, que leur dirais-tu pour mieux apprendre à te connaître? Je dirais que je suis quelqu'un qui suis en transition vraiment, et pour le coup, ce concert, j'ai profité pour traduire des chansons de l'anglais au créole, parce que j'ai appris l'anglais pour comprendre les chansons que je chantais, et j'ai voulu vraiment partager ça avec les Guadeloupéens, parce que beaucoup aiment les chansons, mais peut-être le fait de mettre le mot sur l'émotion. Oui. On fait un peu de yaourt d'ailleurs, souvent. Oui, c'est ça. Et voilà. Et pour le coup, de mettre le mot sur l'émotion, c'est comme de mettre un diagnostic sur une maladie, et de comprendre pourquoi une chanson nous touche. Nous touche exactement. Ouais, permet vraiment pour moi de la vivre encore plus intensément. Est-ce que c'est vraiment l'objectif d'un tel concert? Il s'appelle Créel se révèle. Pourquoi donc? Parce que Créel, c'est un nom qui m'est venu quand l'année dernière, j'ai recommencé à écrire des chansons. Et finalement, j'ai donné plusieurs sens à ce nom, notamment créole comme la langue du coup, et le L de Maël qui est mon prénom. Et c'était vraiment d'incarner aussi cet artiste qui chante le créole, parce que j'ai passé 10 ans en France, et je trouve que ça m'a vraiment éloigné de cette culture et de cette langue que j'adore et que j'apprécie, et que je réapprends en traduisant les chansons en créole. Ok. Et pour ce concert, on le rappelle, le tarif c'est 20 €, ce sera sur place, mais aussi en pré-vente, on peut dire en ligne. On n'a qu'à envoyer un message à Créel_971, ça c'est l'Instagram. L'Instagram, c'est ça. Donc on peut contacter directement. C'est ça, ou sinon par mail. L'adresse mail n'est pas exactement écrit pareil, donc c'est KREYE2LE971@gmail.com. Si vous avez des questions, pour avoir le lien de réservation, vous n'hésitez surtout pas. D'ailleurs, on a vu le lien qui était affiché, voilà, Yann nous le remet, c'est là-dessus, si vous voulez prendre évidemment vos tickets. Plus qu'un concert, j'ai envie de dire, c'est aussi une ouverture de l'âme, c'est une connexion au public, puisqu'il y a une partie de chant live, accompagné avec des musiciens du coup. Alors, il y a une partie qui sera avec des bandes enregistrées, mais il y aura quelques musiciens live que je laisse un peu en surprise pour m'accompagner. Donc, ils seront là un peu pour pimenter tout cela. Et une partie de chant intuitif. Qu'est-ce que c'est exactement que le chant intuitif? Le chant intuitif, c'est une discipline que j'ai découvert l'année dernière en tant que telle, mais c'est quelque chose que beaucoup de personnes font déjà, c'est-à-dire de chanter une mélodie qui n'existe pas, de chanter des paroles qui n'existent pas, et de juste laisser parler son cœur, son âme, et vraiment de s'en donner à cœur joie. Et le chant intuitif, pour moi, c'est ça, c'est transmettre l'émotion, et parfois, de me connecter un peu de me reconnecter à moi, en fait. Ça m'aide beaucoup pour ça. Ça t'aide beaucoup, et d'ailleurs, c'est le fruit d'un cheminement personnel qui t'a amené jusqu'à là. C'est aussi l'aboutissement peut-être d'une quête, d'une recherche ou d'une reconnexion avec l'artiste qui était bien présente. C'est exactement ça. Ouais. Vraiment, tu as mis les mots, tu as mis exactement le doigt dessus. Je ne reconnaissais pas que j'étais une artiste. Pour moi, il y avait une espèce de cadre. Et le chant intuitif me permet vraiment de me connecter à mon art, finalement, à mon âme. Et sans règles, sans cadre, et vraiment d'accepter cette part de moi. Oui, accepter cette part de toi, et ce sera donc le 2 février, on le rappelle, à partir de 19h à l'immeuble La Palmeraie à Jarry. On voit d'ailleurs ce flyer que tu as fait sortir, Créel se révèle, pour ce concert en chant live, mais aussi avec une partie de chant intuitif. Ce sera l'occasion de découvrir cet artiste. Alors, plus que les mots, parfois, puisqu'on parle de connexion à l'âme, de mélodie et de chant, je ne peux finir ce JT sans te demander s'il fallait, là, partager avec nous une vibration avec nos téléspectateurs. Est-ce que tu pourrais nous faire un extrait de, je ne sais pas, ce qui te parle? Alors, je serai un petit teaser d'une chanson que je vais chanter, qui est traduite. Ce serait... Non, sache qu'a dit, c'est fou qu'a couru, mais on peut pas goumer contre l'amour en y pour vous. Ah ben voilà, on a un petit extrait, je crois que ça résume ce à quoi on pourra s'attendre avec ces chansons effectivement que tu as pu traduire en créole.
Un moment de connexion, un moment intuitif, un moment de partage. Ce sera l'occasion de découvrir, si vous ne connaissez pas encore, Créel. On le rappelle, le 2 février à 19h à l'immeuble La Palmeraie à Jarry. S'il y avait un dernier mot pour convaincre encore nos téléspectateurs, pour qu'ils se disent, bon, tu sais quoi, allez, j'y vais, on va connecter avec elle. Un dernier mot, vraiment, je ne sais pas. C'est vraiment, c'est un moment qui sera unique comme moi, donc si vous venez découvrir et partager. Au News Radio à site outremernews.fr. On radio avait Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.